Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Alors ce soir nous allons continuer dans la même lancée avec le culte de la méditation face à une pandémie. Mais cette fois-ci nous allons aborder un autre angle et je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Glipote qui m'accompagne et qui est d'ailleurs le concepteur de l'émission, de nous en parler. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Agathe, bonsoir, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 et même ceux qui nous suivent sur YouTube. Alors nous allons parler de la mystique de la vitalité et les tempéraments ce soir. Et nous allons revenir sur les formes du visage en rapport avec les tempéraments, la deuxième partie de cette chronique. Voilà. Alors professeur, qu'est-ce qu'il y a à retenir ce soir? Alors on a à retenir que nous insistons sur le fait, parce que vous savez, le fait de répéter tout le temps, c'est ça qui fait à ce que l'enseignement puisse prendre, puisse coller. C'est de même comme on ne cesse de nous dire que Jésus était le Fils de Dieu tous les dimanches. Alors donc là, personne n'y a plus de doute. Alors nous ne cessons de dire qu'on doit soigner sa façon de s'occuper des cellules. Il ne faut pas continuer à les maltraiter dans toutes les querelles qu'il y a autour des médicaments, autour des virus, autour de la pandémie et tout. Relève du fait que on a extrapolé la science, on s'est détourné de l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir comment fonctionne le corps et comment vivent les cellules et comment les aider lorsque l'alerte est engagée, signalée par ces cellules-là, quelle que soit la maladie ou quelle que soit l'épidémie. Voilà. Alors vous l'aviez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, c'est votre chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez la réflexion et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique. L'occulte de la méditation face à une pandémie, 38e édition. La mystique de la vitalité et les tempéraments. Excusez-nous et permettez-nous de vous rappeler que les sciences occultes sont la mère des sciences qui concernent tous les domaines de l'existence. C'est elles seules qui sont capables de vous porter au firmament de la haute connaissance en tout ce qui concerne la vie, voire Dieu. S'agissant de la maladie, épidémie, pandémie, ce que vous devez retenir de cela est que tout est d'abord du domaine occulte qui concerne le côté abstrait de la cellule humaine ou animale. C'est par là qu'il s'avère nécessaire de commencer toute investigation afin de parvenir au concret, la matière, c'est-à-dire le côté palpable et classique d'une cellule. Malheureusement, en médecine officielle, loin est en être le cas. La logique de cette médecine est loin en faux de reconnaître que les cellules de tout organisme sont des êtres vivants et non des instruments ou substances ayant une portée artificielle. Certes, la science officielle ignore complètement que les cellules ont une vie, qu'elles vivent sous le prisme de la double dimension au travers d'un spectre occulte ou psychique et physique. Elles sont donc douées d'une haute intelligence non manifestée et d'une vie physique tangible en partie. Le mystère de la cellule se cache sous l'énigme de la vitalité. Le fait de n'avoir pas pris en compte l'existence de la vitalité à la base dans les recherches consistant à se débarrasser des maladies, cela a été une grave erreur en médecine officielle. Celle-ci est pourtant demeurée empirique dans son diagnostic parce qu'elle met l'accent sur les agents pathogènes. Mais de cet empirisme, elle a rejeté tout concept concernant la vitalité. C'est pour cela que les travaux portés sur l'importance des tempéraments ont aussi été de facto rejetés. C'est ce qui a fait dérailler le train de la renaissance de la médecine qui avait commencé à une certaine époque, celle un peu avant l'ère de Louis Pasteur.
Alors qu'à l'époque d'Hippocrate, les recherches portaient sur l'identification des types de tempéraments comme étant une piste qui, sans équivoque, permettait déjà la médecine de quitter ses probabilités hasardeuses pour devenir une science concrète et fiable. Malheureusement, une génération des hommes d'affaires s'est accaparée de cette médecine, l'a conventionnée et institutionnalisée, versant dans sa littérature dite scientifique des conclusions telles que tout ce qui relèverait de la connaissance des tempéraments est sans objet. Les occultistes disent que nous possédons 7 corps, dont chacun correspond à un taux vibratoire du plus subtil et rapide, lumière, jusqu'au plus dense et plus lourd, matière. La tradition les nomme avec quelques variantes. Corps atmique ou alors corps de gloire, spiritualisation du corps physique éthérique, corps bouddhique, spiritualisation du corps astral, corps causal ou mental supérieur, corps mental inférieur, corps astral ou corps des sentiments, intervient dans tous les phénomènes qui mettent en jeu l'affectivité. Corps éthérique ou corps de vitalité, c'est au niveau de ce corps que s'opèrent la plupart des processus de maladie et de guérison. Arrive enfin le corps physique, corps visible et tangible qui est le réceptacle de toutes les formes d'énergie plus subtiles qui le constituent en fin de compte. Alors, professeur, vous parliez ce soir de la mystique, de la vitalité des tempéraments. Mais ce qui tique un peu, c'est qu'à un moment, vous citez les 7 corps qui constituent le corps humain, si on peut appeler ça comme ça. Alors, quel est le rapport qu'on pourra faire entre les 7 corps et bien sûr la vitalité et les tempéraments? Alors, le rapport des 7 corps est la réponse à donner à la mystique de la vitalité, en fait. Parce que si on parlait de la mystique de la vitalité, ça ressemble un peu à un langage qui est incompréhensible et qu'il faut absolument rapprocher à quelque chose de compréhensible, donc essayer de déterminer le fait que la vitalité, c'est un mystère, et ce mystère-là se cache derrière les multiples corps que l'homme a à son sein. Dans l'ordre d'une des éditions, nous avons parlé de la constitution occulte de corps humain. Alors donc, ce soir, on a chuté, on est allé, on a embrayé un peu dans le fait de savoir le rôle de ces corps et à quel moment la science pêche à ne pas reconnaître les fonctions de ces multiples corps. D'abord, l'existence déjà de ces corps. Parce que si nous prenons par exemple, lorsqu'on parle du corps éthérique, dont la doublée éthérique, que cela ne disait rien à un médecin, ne fût-ce qu'un agrégé hors hiérarchie de la médecine, alors comment il va comprendre le fonctionnement de la vitalité et comment il pourra bien savoir que c'est à ce niveau que le processus est soit qui amène à ce qu'on devienne malade, soit qui permet à ce qu'on guérisse d'une maladie. D'une maladie se passe, comment le saura? Alors parce que si on se le permettait, c'est-à-dire aller dans le fond des choses, c'est-à-dire si on se posait la question, qu'est-ce que c'est que la vie dans le corps? Si on disait pourquoi les gens meurent, pourquoi les bébés naissent, meurent sans, du moins, sont des nés morts. Des morts-nés. Bon, des morts-nés. Si on se posait cette question dans le but de faire des investigations à fond, la préoccupation du genre allait amener des révélations. Parce que, à l'absence de ce qui se
se présente comme un questionnement, l'homme ne peut pas avoir une avancée, tant du point de vue spirituel, du point de vue métaphysique, néanmoins que du point de vue physique. Parce que l'avancée spirituelle arrive à partir du moment où il y a un questionnement. C'est comme une personne qui a faim et qui est dans une situation où elle ne compte sur personne, sur rien, et commence à comprendre qu'il faut qu'elle fasse fort pour ne pas mourir, qu'elle ne continue pas à vivre d'espoir, parce que qui vit d'espoir meurt de faim. Alors bien que l'espoir fait vivre, alors à partir de là, quelque chose peut arriver dans sa vie, au lieu de se coucher toute la journée à attendre que papa et maman lui servent à manger, puisqu'il est sevré de cette faveur-là. On lui met dans une chambre hors de la maison, disons dans un appartement, parce qu'on a les moyens de le faire. On lui prive de l'eau et de l'électricité. Il est là comme prisonnier, sauf qu'il n'est pas prisonnier, il a les clés, il peut se balader, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il n'est plus servi de nourriture. Alors, à partir de ce moment, bon, l'électricité, l'eau, il peut quand même se laver, il peut boire, il peut allumer, mais il n'a plus à manger. Alors il va comprendre qu'il doit sortir comme tout le monde pour aller chercher à faire quelque chose pour manger. Mais si on est dans la facilité, comme par exemple les instituts Pasteur mis partout, rapportent de l'argent. Alors la France, qui est la mère de ces institutions, gagne de l'argent. Et sa population en meurt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une préoccupation sérieuse qui voudrait bien qu'on dise qu'attends, ces institutions-là, ça date des centaines d'années. À quand la fin de la maladie? À quand? Bon, mais Pasteur a été grand, on en fait un Dieu, il est déifié, mais dans la bêtise c'est quoi? C'est que c'est une piste qui éloigne les gens de la raison. La raison, c'est laquelle? C'est de percer le mystère de la vitalité qui se cache derrière chaque cellule. C'est ça la raison. Et c'est cette raison qui fera que, à un moment donné, l'humanité n'aura plus besoin des médicaments, des vaccins. Parce que c'est des choses qui n'ont jamais garanti quoi que ce soit. Parce que si à un moment donné on a dit la tuberculose est éradiquée, et la tuberculose 100 ans après ressurgit, on parlait de la recrudescence de la tuberculose, des gros mots pour rien dire, alors qu'on n'a jamais travaillé pour éradiquer la tuberculose. Hein? On ne peut pas bombarder les cellules, détruire de leur vie, parce qu'on veut assainir leur environnement et dire que c'est une médecine, ça. C'est du n'importe quoi. Et c'est dans ce n'importe quoi là qu'il faut aujourd'hui interpeller la communauté soi-disant scientifique. Moi je dis la communauté scientiste, à devenir une communauté scientifique, à revenir sur les cahiers de cours de l'Antiquité, à revenir sur des pistes qu'on a abandonnées, parce que ces pistes-là étaient improductives sur le plan de la matérialisation des soins, parce que les hommes d'affaires se sont accaparés de la médecine, on l'a conventionnée, on l'a institutionnalisée, et aujourd'hui, les politiques en font de tout ce qu'ils en veulent, et ça devient une imposition de voie à suivre au-delà de ce qui serait nécessaire pour nos corps, ils en détruisent. Voilà. Alors, mais professeur, vous parliez également des tempéraments. On sait déjà que le tempérament, c'est fonction des différents liquides aussi qui se trouvent dans l'organisme. Mais quand on parle par exemple du corps mental ou alors du corps bouddhique, est-ce que les liquides se retrouvent dans ces corps-là pour qu'aujourd'hui on puisse parler de ces corps et des tempéraments? De toute façon, le tempérament a un côté, disons, du point de vue holistique, a un côté scientifique qui est immoral.
c'est-à-dire, là nous sommes dans les humeurs. Les humeurs ici, il ne s'agit pas de l'humorisme pour faire rire, c'est-à-dire des communications ludiques. Non, il s'agit de voir dans le liquide biologique un certain nombre de choses qui vont d'abord d'un côté le sang, de l'autre côté le sérum et la lymphe. Bon, là-dedans, c'est comme un soubassement de l'arbre qu'est l'être humain, de ce que serait l'arbre, quoi, avec sa racine pivotante et qui verse dans la nappe d'eau qui traverse la zone où la plante est plantée, permet de nourrir l'arbre à partir de sa racine pivotante. Chez l'homme, nous n'avons pas notre racine pivotante qui se voit quelque part. Parce que tout est en notre sein. Et du fait que nous traversons trois mondes, le monde minéral, le monde végétal et puis le monde animal, qui se condense et qui se synchronise en nous, fait en sorte que nous sommes obligés d'étudier les tempéraments en fonction de ces liquides biologiques et de comment ça fonctionne en fonction des types de personnes. Bon, parce que si nous prenons par exemple quelqu'un qui est extraverti, alors c'est quelqu'un qui bavarde, qui dit tout et qui n'arrive pas à se retenir lorsque il est en situation. Bon, quelqu'un d'introverti, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Et souvent, ce n'est pas les mêmes réactions biologiques, c'est-à-dire le liquide biologique ou alors les humeurs ne sont pas fonctionnels de la même manière chez ces deux types de personnes. Alors, il y a les tempéraments actifs et les introvertis actifs et les introvertis passifs. Et de même, il y a les extravertis passifs et les extravertis et extravertis passifs. Donc, ça fait 4 groupes. Hein, ça fait quatre groupes où finalement peuvent se subdiviser et ça fait 8 types de caractères. Bon, donc quand on entre dans cette étude-là, ça permet aux thérapeutes de lire directement le genre de patient qu'il a en face de lui. Bon, il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas, il y en a qui se subordonnent aux prescriptions, il y en a qui se rebellent aux prescriptions, même quand on ne dit rien. Bon, il faut d'abord comprendre ça. Et c'est à partir de là qu'on peut orienter le coach, c'est-à-dire comment l'amener, comment assister à la personne pour l'amener vers la guérison. Parce qu'il faut toujours que les échanges entre le thérapeute et le patient aillent dans le sens à responsabiliser le patient sur le fait que sa santé dépend de lui. Parce que il faut le ramener sans le culpabiliser à reconnaître ses erreurs ou bien avoir un aperçu de ce que ça peut être une erreur dans ce qu'il mène comme vie et que les prescriptions à faire ne sont pas de nature à ordonner, comme ça se passe que c'est des ordonnances, mais c'est de nature à échanger, à dialoguer et à se retrouver dans la logique que le malade n'est pas un chiot, un caniche chez le vétérinaire que vous êtes. Non, il est quelqu'un qui doit comprendre, même s'il a les difficultés d'écoute. Et ces difficultés d'écoute seront étudiées en fonction de la typologie tempéramentale, si je peux expliquer la chose de cette manière-là. D'accord. Alors, professeur, vous avez subdivisé en 2 grands groupes et puis ensuite, il y aura 8 caractères. Mais quelle est la différence? Parce qu'on a un extraverti qui est passif, un extraverti qui est actif.
Quelle est la différence, puisqu'à la base, ils sont tous les deux extravertis? Bon, alors un extraverti actif peut être celui qui est un peu explosif. Donc, explosif, c'est-à-dire que il peut avoir d'abord un timbre vocal un peu chaud et en même temps un débit, il débite dans ses échanges fortement son impression, ses humeurs, c'est-à-dire il explique, c'est-à-dire son comportement s'explique dans ses ajustements lorsque vous êtes en face de cette personne. Alors maintenant, le passif, c'est que malgré qu'il soit extraverti, a un peu de recul à l'écoute de ce qu'on peut bien lui dire, même quand on a déplacé les propos. Bon, mais l'extraverti, c'est ça, parce que c'est quelqu'un qui ne gourbe pas tout ce qu'on lui dit et exprime ses sentiments. Alors, il ne cache pas ses sentiments, voilà. Mais non, professeur, pourquoi, parce que tout à l'heure vous aviez dit que déjà le thérapeute devrait connaître les tempéraments pour savoir quel type de personne il a devant lui afin que les échanges soient fluides. Ça, c'est un point. Mais maintenant, sur le plan de la santé proprement dite, c'est-à-dire on a affaire à quelqu'un qui est malade, en quoi est-ce que savoir quel est son tempérament pourrait aider à ce qu'il retrouve sa santé? Oui, parce que les tempéraments sont liés sur l'état, sur le genre d'humeur. Par exemple, si vous êtes bélier, par rapport à votre tempérament, ça veut dire que c'est labile. Donc le problème se trouve au niveau du foie. Bon, principalement. On va donc se dire que toutes les maladies qui sont en rapport avec le foie peuvent vous concerner naturellement. C'est comme lorsque on peut faire dans le cadre de l'astrologie des études concernant les signes du zodiaque. On va les déclasser en 4 groupes, toujours concernant les tempéraments. Et en sortir de ces groupes-là, ceux qui peuvent développer des maladies dégénératives, c'est-à-dire les maladies comme l'Alzheimer, la maladie de Parkinson et plein d'autres maladies, ceux qui peuvent développer des maladies cardiovasculaires. Bon, bref, à partir de là, tu as une idée lorsque tu consultes quelqu'un déjà. Et puis ça ne trompe pas, malgré qu'on a mis ces choses de côté parce que ça relève de la métaphysique et puis on n'a pas besoin de ça. Parce qu'il ne faut pas quand même que les gens ne soient pas des universitaires dignes de ce nom, qu'ils versent dans des situations comme s'ils faisaient de la magie. Et pourtant, non, ce n'est pas de la magie, c'est de la connaissance. Et cette connaissance donc permet à ce que, quand tu as quelqu'un, par exemple, du signe Lion, tu sais que les maladies principales de quelqu'un qui est du signe Lion relèvent de l'élément feu, dont le tempérament va dans ce sens, et ça, on peut le retrouver au niveau du cœur. Bon, taureau, on peut trouver au niveau de la gorge, et puis bélier, on peut trouver au niveau de la tête. Alors, ça, c'est principalement ça, donc, qu'il y ait des migraines ou bien des céphalées et tout, on comprend ça bien. Et déjà que ça va dans le registre, dans le sens de ton signe du zodiaque. Maintenant, est-ce que, parce que tu peux avoir les problèmes de la tête, du fait d'être bélier, que tu n'auras pas les problèmes des pieds, comme le poisson, tu pourras avoir les problèmes de pieds. Pourquoi? Parce que tu as une réponse extra-tempéramentale du fait d'adopter le mode de vie qui ressemble au mode de vie des poissons. Et les modes de vie des poissons sont caractérisés par une constipation opiniâtre, c'est-à-dire naturellement, quand on est poisson, on peut être constipé pendant 1 mois, comme un jeu. Alors maintenant, si vous êtes aussi constipé,
La vérité est que vous n'aurez pas les mêmes problèmes des pieds comme le poisson. Vous aurez les problèmes au niveau de la tête à cause de la constipation. Les bases de la maladie peuvent être les mêmes, mais chacun ayant de réponses par rapport à son tempérament ou à son signe du zodiaque. Bon, on va y revenir parce que là, pour sortir des méditations en sortant de la pandémie, il faudra donc que nous ressortons toutes ces choses sur une bonne préparation. Voilà. Mais professeur, là encore, nous sommes encore au niveau de ce qu'on appelle dans la médecine classique le diagnostic. Parce que là, on sait déjà que voilà quelqu'un qui est poisson, il est susceptible d'avoir telle maladie, telle maladie. Maintenant, quand il faut parler de traitement, c'est-à-dire on a quelqu'un qui est malade, maintenant il faut lui apporter de l'aide de telle sorte qu'il puisse récupérer, qu'il puisse guérir. À ce moment-là, le tempérament nous servira à quoi? Non, ça nous sert. Parce que dans la médecine holistique, le tempérament n'est pas seulement le tempérament pour toi, dans le sens à dire que tu ne fais plus partie du cosmos. Nous sommes des parcellaires de l'univers, c'est-à-dire nous avons en nous l'univers tout entier. Mais à l'état, disons, parcellaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'un côté le macrocosme et de l'autre côté le microcosme. Nous sommes donc des entités du point de vue microcosme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tout ce que l'univers a en nous. Voilà. Maintenant, lorsque nous parlons des trois mondes, le monde minéral est en nous, le monde végétal est en nous, le monde animal est en nous. Nous avons donc, par rapport à nos tempéraments, des correspondances, des aspects analogiques. Sur la base du monde minéral, il y a des minéraux qu'on peut prendre. Par exemple, lorsque on veut soigner le foie, on sait qu'on va prendre telle pierre, on va mettre ça dans de l'eau, ça va dormir dans de l'eau, demain on va boire de cette eau, ça va agir sur le fonctionnement du foie. Donc l'aspect de la pierre, l'eau ayant obtenu des vibrations de cette pierre, la pierre précieuse. Nous sommes là en termes de lithothérapie, c'est-à-dire la géologie dans le domaine de la thérapie. On a donc des éléments qui sont comme ça que tu sais que si tu prends tel élément, l'aimant ça va faire telle chose, topaz ça va faire ceci, ainsi de suite. Alors, lorsque tu sais ça, par rapport au tempérament, tu fais des essais, tu as le résultat. Bon, ce qui dérange un peu aujourd'hui, c'est le mode de vie. Le mode de vie consistait à faire quoi? À manger des produits qui détruisent les cellules. Par exemple, tout ce qui sort de l'industrie, des pâtes alimentaires, des œufs non fécondés, les boîtes de conserve, tout cela ont des additifs alimentaires cancérogènes. Le cancer, en fait, ne va pas dans le même sens chez tout le monde, toujours grâce au tempérament. C'est-à-dire que lorsque tu prends des sucreries, qu'on appelle vulgairement des jus, là, il y a des additifs alimentaires qui sont en termes de colorants, qui sont en termes d'arômes, qui sont mitagènes, donc qui mutent les chromosomes, qui sont tératogènes, qui peuvent provoquer un avortement ou bien qui peuvent empêcher une grossesse. Vous en prenez tout le temps, vous avez un homme, vous ne faites pas de bébé, ça vous étonne, alors que c'est la quantité de ce liquide-là consommé qui perturbe le mécanisme de la procréation chez vous. Mais sauf qu'une autre personne, c'est-à-dire ta soeur boit autant ou plus que toi, elle procrée. C'est comme les ibuprofènes et bien d'anti-inflammatoires, c'est écrit
noir sur blanc sur la notice qu'il ne faut pas en prescrire chez une fille qui attend qui attend avoir des bébés un jour. Mais quand on a des règles douloureuses, on en prescrit. Sur 100 femmes, peut-être 10 seulement ne pourront pas procréer. Donc, pourquoi? Parce que nos tempéraments, nos liquides internes, c'est-à-dire nous sommes là au niveau des humeurs. Hein, le système immoral de chaque individu ne donne pas la même réponse à ces choses que nous consommons de la même manière. C'est même pourquoi, même sur les notices, on dit que les effets indésirables ne sont pas actifs de la même manière chez tout le monde. Bon, donc ça se comprend. Mais ça se comprend lorsqu'il faut expliquer la chose scientifiquement de cette manière. Par contre, métaphysiquement, ça se comprend que si ce n'est pas de la même manière chez toi, cela ne veut pas dire que ça n'agit pas négativement. La réponse sera donc selon tes humeurs. Sur un autre plan, quand peut-être toi, tu as le problème du point de vue cancéreux, l'autre en aura du point de vue, et c'est pas moi, autre chose. Peut-être ça sera un fibrome, ça sera un kyste. Et cela sera toujours une certaine réponse par rapport à ce que vous consommez ensemble. Voilà. Alors, professeur, maintenant, on va revenir sur les différents corps que vous aviez cités à la fin de la chronique. Quel est l'impact je vais dire, d'une personne malade ou alors d'une personne qui n'est pas en bonne santé sur sur ces différents corps? Bon, alors, le corps atmique, ça n'existe pas chez tout le monde. Parce que c'est le corps, comme on peut dire, le retour aux sources. C'est-à-dire quelqu'un qui a atteint un niveau de spiritualité trop élevé. Hein, c'est celui-là qui peut avoir la possibilité, je ne peux pas dire la chance, parce qu'il n'est pas question d'une chance. Il est question d'une situation où on a œuvré, on s'est mieux comporté dans son évolution spirituelle pour aller vers la divinité dont a s'est divinisé. Alors si nous prenons dans ce corps qui est le corps de gloire, c'est un corps qui peut être appelé encore le corps de résurrection. Bon, si nous voyons la chose du côté religieux, alors celui-là, il est difficile de l'atteindre. Alors, on prend un autre corps, le corps bouddhique. Ça, c'est la dimension déjà intermédiaire, du moins qui va du corps astral vers le corps de gloire. C'est toujours des dimensions très élevées. Alors, on commence par ces dimensions juste pour faire comprendre que nous devons œuvrer pour notre élévation spirituelle parce que nous devons devenir des divins. Mais en réalité, le corps physique reste notre corps de tous les jours. Parce que c'est ça qu'on lave, c'est ça qu'on nourrit, c'est ça qu'on habille, c'est ça qu'on observe dans les relations entre nous et l'existence, comme étant le vrai corps. Parce que moindre chose, tu pars te soigner, et tu prends n'importe quoi, tu mets dedans, sous prétexte que c'est les soins. Tu ne cherches pas à comprendre que j'ai ces malaises-là, pourquoi? J'ai fait quoi? Non, parce que tu as fait quelque chose, que tu as ça. Sauf en cas d'hérédité, sauf en cas de congénitalité, c'est-à-dire que tu as une maladie que tu es né avec, ou bien qui est la conséquence de ton environnement héréditaire. Là, il y a un problème. Maintenant, le corps qui est de nature à nous permettre de guérir de nos maladies, sur quoi les maladies agissent? C'est ce que j'appelle ici le double éthérique. Alors, ce corps-là,
c'est là où s'expriment toutes les maladies. Et ce n'est pas un aspect palpable qu'on peut amener dans un laboratoire, ne fût-ce qu'à Marseille ou, je ne sais pas, en France et à Paris, pour les besoins d'infectiologie ou pour des besoins épidémiques, pour déterminer qu'est-ce qui ne va pas. C'est même pourquoi on ne cesse de dire officiellement, je ne sais pas si les gens suivent ces antennes, ces interviews des gens. Bon, peut-être parce que moi je suis intéressé je suis à l'écoute parce que je suis intéressé de ce qui se passe, hein, dans ce qui est de l'inquiétude que le monde entier traverse aujourd'hui, pour comprendre les incongrus et puis les choses qui choquent, hein, dans des débats qui n'édifient pas la science médicale du tout. Je parlais de la médecine officielle. Donc, il n'y a pas de possibilité à l'homme pour l'heure de créer un appareil qui lui permet de savoir comment se passe la contamination. Surtout qu'on attend tous des appareils. La preuve, la médecine officielle ne sait rien des origines de la maladie. Même la moindre maladie, comme le paludisme en Afrique, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On a imaginé les moustiques, hein, et on en a fait quelque chose qui a provoqué le pourrissement de la santé des Africains, parce que les produits qu'on donne agissent sur le foie négativement, pendant que le foie se bat à détruire les parasites qui sont appelés finalement les plasmodiums. Voilà. Alors pour ça, puisqu'on parlait tout à l'heure des incongrus et tout ce qui se passe actuellement autour du Covid-19, on propose à nos téléspectateurs une vidéo et puis on revient pour la suite de l'émission. Eh bien, quittons cette parenthèse tout en rappelant que nous avons souvent dû à dire que tout ce qui est sous l'influence du système solaire n'existe que grâce à la loi quaternaire qui se traduit en 4 sortes de typologies élémentaires. Les 4 éléments créateurs, les 4 saisons de l'année, les 4 positions du soleil et les 4 phases de la lune. Explicitement et sans entrer dans les détails, voyons ce qu'en est des correspondances élémentaires qui sont en analogie avec les vibrations qui se mettent en rapport avec les tempéraments, lesquels régissent tout ce qui existe. Essayons d'illustrer ceci. À titre d'exemple, disons qu'il existe une réelle amitié de par les tempéraments entre la planète et l'homme. Autrement dit, il suffit que les deux soient du même tempérament ou des tempéraments amis. Les bienfaits se rendront possibles. Et tout ce qui existe sous ce même tempérament subissent harmonieusement la même influence. Tenez, une personne de visage carré, de tempérament bélier, élément feu, planète soleil. Ces maladies sont les hépatites, la jaunisse, la folie, les dépressions de toutes sortes, la méningite, etc. Chez les plantes, ses amis sont les citronniers, l'oranger, le thym, le basilic sauvage, le palmier, le gingembre, etc. En règle générale, ces plantes sont de nature à aider tant sur le plan classique occulte. Ceci est aussi valable pour l'ensemble des tempéraments. En magie des plantes chez les béliers, prenons à titre d'exemple le basilic. Il sera utilisé dans le cadre des problèmes sentimentaux. Notons qu'il n'est bon qu'à l'état frais. C'est d'ailleurs une plante qui fait partie de la catégorie des herbes qui ne se conserve pas facilement lorsqu'elle est séchée. Elle tombe très vite en poussière et perd toutes ses propriétés. Autrement dit, lorsqu'il est bien séché, on peut l'utiliser pour purifier un lieu maudit, là où vit un couple qui se déchire à cause de la mésentente.
Ce couple doit brûler sa poudre comme un encens spécial de temps en temps dans leur domicile, puis mettre cette poudre dans une sous-tasse qu'il déposera sur le guéridon central ou sur la table à manger. Les démons qui provoquent cette mésentente vont finalement déguerpir. La personne de tempérament sanguin, en règle générale, a le visage rond et d'élémentaire planète Jupiter. Ces maladies, cancer de sein, varices, inflammation, infection sexuellement transmissible, asthme, etc. Ces plantes amies sont laurier, benjoin, feuilles de manioc, etc. En magie de plantes, choisissons le laurier. Il aide dans la purification des personnes nées sous le tempérament nerveux. Son utilisation en rituel magique est applicable sur la base de ses feuilles, symbole de la purification et du triomphe. On en consacre un culte pour attirer les forces divines. Le laurier est aussi le symbole de la victoire militaire. Il suffit de le porter sur soi dans un sachet fait de tissu en soie ou en satin renfermant la poudre de ses feuilles et branches. Le même sachet peut idem aider dans la réussite aux examens. D'ailleurs, le mot lauréat prend ses origines sur le mot laurier. Pour quelqu'un de tempérament nerveux, au visage triangulaire, élément eau, planète Vénus, ces maladies sont les ulcères et les maux d'estomac, les maux d'intestin, le cancer ou leucémie, les hémorroïdes. Ces plantes amies, bobinga, sapin, eucalyptus, cyprès, goyavier, chanvre, etc. En magie des plantes, choisissons l'eucalyptus. Il est conseillé de bourrer le feu de cette plante dans des poupées bénies destinées à assurer la guérison et les installer sur le lit du malade, surtout si on constate que le médecin se trompe dans son diagnostic. Ainsi, les baies vertes enfilées sur un cordon de soie sont utilisées comme talisman passe-partout. On en fait de chapelets, de colliers, etc. Les personnes à visage ovale sont pour la plupart de tempérament mélancolique, élément terre, planète lune ou Saturne. Leurs maladies, carie des os, paralysie, surdité, épilepsie, etc. Leurs plantes amies, prêle, romarin, verveine, etc. En magie des plantes, les personnes de ce tempérament doivent utiliser prêle à des fins magiques lorsqu'elles ont des problèmes de procréation. Elles doivent pulvériser la poudre séchée dans leur domicile et mettre comme potion de fertilité cette poudre dans les recoins de la chambre à coucher. Les femmes qui ont des difficultés à concevoir devraient dormir sur des matelas bourrés de feuilles de cette herbe. Alors, professeur, nous revenons sur le plateau avec... Tout à l'heure, vous aviez... on présentait les différents caractères avec les plantes, avec les maladies qui sont susceptibles en fonction des tempéraments. Je voudrais savoir, quand on parle par exemple de la magie de la plante, je vais prendre le cas de la prêle. C'était uniquement pour les mélancoliques. Alors, est-ce à dire que cette plante-là qui agirait pour les mélancoliques n'agirait pas pour quelqu'un d'un autre tempérament? Non, ça peut agir sur d'autres personnes ayant d'autres tempéraments, mais pas dans sa double dimension. Parce que la double dimension d'une plante, c'est que la plante a une vie physique et métaphysique, comme l'homme. Les pierres ont une vie, sont du monde physique et du monde métaphysique, les plantes également, et même les animaux que nous sommes.
bon, entre guillemets, les hommes. Alors, maintenant, la caractéristique qui verse sur la connaissance de la plante par rapport au tempérament de la personne va dans le sens de ce que la personne peut développer comme maladie et comment cette personne peut avoir l'accès à la guérison le plus facilement possible. Mais ceci étant, on vend les prêles aussi pour d'autres gens. En termes de tisanes, on peut en prendre. C'est comme basilic pour les biliers. Basilic, on a donné une recette pour essayer d'arranger les ménages. Alors cette recette peut bien aller dans le sens à pouvoir aider d'autres gens. Ben, c'est beaucoup plus associé au tempérament. Bon, parce que le tempérament de Bélier, par exemple, peut être d'un côté positif, c'est que serait, d'un côté négatif, c'est que serait le tempérament d'un mélancolique. Les tempéraments sont des choses à étudier minutieusement. C'est pour cette raison que le fait d'aller dans la médication, on tombe dans la facilité. C'est comme par exemple si vous dites à quelqu'un de faire une pharmacie en créant toutes les herbes du monde, des cheveux jusqu'aux orteils. Alors ça veut dire qu'il doit avoir une équipe. Et cette équipe-là va demander de salaire. Il doit avoir un terrain, soit il va planter des herbes et des plantes. Et il va s'avérer que certaines plantes ne peuvent pas pousser sur son environnement. Il faudra bien qu'il trouve ces plantes quelque part. Alors, donc, quelqu'un d'autre va trouver des raccourcis sur comment brusquer l'équilibre acido-basique par d'autres méthodes. Et ces méthodes-là ne vont pas aller à 100% chez tout le monde. Mais cette méthode-là va quand même permettre à ce qu'on ait des résultats chez des personnes dont des substances ou des constituants du produit répondent à leur tempérament. Le résultat sera à 90% OK. Alors des personnes qui ne répondent pas aux composants dont les tempéraments ne répondent pas aux composants de ces produits-là, le résultat sera à 30 ou à 40%. Et là, on est obligé d'associer avec d'autres éléments pour pouvoir amener à l'équilibre au niveau recherché. Alors pour ça, puisqu'on parle de maladie ou de mal-être, vous avez dit tout à l'heure que c'est le double éthérique qui est le siège de maladie. C'est au niveau de ce corps que tout se passe. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que le double éthérique qu'on ne voit peut-être pas est malade, mais on le ressent sur le corps physique. Sur le corps physique. Oui, mais parce que ça soit le corps causal, que ça soit le corps mental, alors que ça soit le corps astral, on ressent ça. Prenons par exemple le corps astral, le corps des sentiments, où il y a un côté l'affectivité. Tout le monde peut savoir que tu n'es pas affectif. Mais c'est le corps astral qui réagit. Et qui t'amène dans les désirs. Le désir de trop manger, le désir de faire l'amour, de tomber dans l'envie de manger des choses comme si on est en situation de boulimie. Tout cela, c'est le corps astral. Et ça se ressent. Donc, jusqu'à un niveau, on est en phase avec le corps physique. Lorsque on a envie de faire l'amour, la finalité c'est que le corps physique va agir. Va agir dans l'érection, va agir dans l'acte sexuel qu'on va poser. Bon, mais pourtant, c'est un autre corps dans ses émoluments, dans ses manifestations, je veux dire, à entraîner à ce qu'on en arrive là. Par exemple, une personne qui se masturbe n'arrive pas à contrôler
les vibrations de son corps astral. Alors, à partir de là, il faut qu'on l'éduque ou qu'on l'amène à rompre avec l'influence du corps astral. Voilà. Donc, que ce soit le corps éthérique, que ce soit le corps astral, que ce soit le corps mental, bon, il y a mental supérieur, mental inférieur, tout cela, il faudra bien qu'on reconnaisse que jusque-là, le corps physique est concerné sur les retombées des manifestations venant, des vibrations venant de ces autres corps-là. Alors, professeur, si c'est le double éthérique qui est malade, comment est-ce qu'on va expliquer le fait que de plus en plus on a des maladies? Ça veut dire quoi? On a tué le double éthérique, ça n'existe plus, ou alors qu'est-ce qui se passe? Parce que aujourd'hui, si on a peut-être 100 personnes, on aura 82, disons 98 personnes malades. Cela, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? On explique cela que aujourd'hui, on fait des choses qui perturbent notre évolution spirituelle. Parce que le monde inconnu, qui est l'émission qui propose une donne métaphysique assez particulière, parce qu'il y a plein d'émissions, des mystères et tout, les gens s'exhibent intellectuellement, linguistiquement et tout. Bon, nous, on essaye de voir le fondament même de l'éthique. L'éthique a un rapport avec le mystère. Et le mystère ici, c'est l'occulte. Et dans l'occulte, il faut ramener ça au concret pour permettre à ce qu'on comprenne bien. Alors, maintenant, l'environnement dans lequel nous vivons, non, reprends ta question, tu disais? Alors je dis, de plus en plus, on constate que il y a plus de... Les gens sont de plus en voilà, plus malades. Voilà, alors je comprends. Alors l'environnement dans lequel nous vivons affecte nos corps. Ça nous embrase. Il y a une confusion entre le corps causal, le corps mental, le double éthérique. Si bien que le corps physique ne peut que subir. Parce que si vous aviez des envies au lieu d'avoir des besoins, vous allez tomber dans l'extrapolation du fonctionnement des cellules. C'est-à-dire vous allez perturber par essence la nature de vos cellules. Et maintenant, comme les cellules, c'est nous, c'est la vie en nous, c'est un univers en nous. Si nous avons plusieurs corps, ça veut dire que les cellules sont aussi réparties, du moins font partie aussi de tous ces corps-là. Les cellules ne sont pas que physiques. C'est pour cette raison que les protéines mortes, à les consommer, on ne trouve pas la vie dedans. Par rapport à consommer carnivore dans le sens du lion, où on tombe directement sur une bête pendant que les protéines vivent encore, on se met à dévorer, à manger. Alors la même chose qu'on peut prendre des arachides crus, on en mange pour obtenir la vie par rapport aux arachides grillés qu'on va manger pour obtenir les calories, la chaleur. Parce qu'il y a une différence entre manger chaleur et manger vie, donc vitalité. Alors, donc, les cellules ne vont pas profiter de quelqu'un qui est d'un régime carnivore par rapport à quelqu'un qui est d'un régime végétal. Je ne fais pas ici l'apanage ou l'apogée des régimes alimentaires dans le sens de dire c'est le végétarisme ou le végétalisme qui est bien. J'explique quelque chose comme pour faire comprendre que il y a un choix à faire, pas de se prescrire ou de s'interdire des choses, mais de mode de vie. C'est-à-dire, il faut que la personne dise ceci: je mange pour vivre.
Je ne vis pas pour manger. Et qu'est-ce que c'est que la vie? Est-ce que ce que je mange ne produit-il pas que des calories, ou bien ce que je mange produit-il la vie? Parce que quand on fait la cure du cru, on mange la vie directement. Est-ce qu'on peut donc manger dans la cure du cru les viandes crues? Je ne crois pas. Ou des poissons crus, je ne crois pas. Ben, le sushi existe en Chine ou au Japon. C'est le poisson cru. Ah oui, mais il faut aiguiser les dents, il faut les limer. Parce que chaque tube digestif, l'entrée de l'aliment commence par la dentition. Les dents du lion ne sauraient jamais être les dents de l'homme. Le lion n'a pas besoin de cure-dents. Il n'y aura jamais des viandes qui vont, des fibres de viande qui vont s'interférer, s'injecter, se pénétrer, caler dans des terres, les espaces entre les dents. L'espace entre les dents, je veux dire. Donc, pour finir, il faut bien dire une chose, c'est que le mode de vie est essentiel à adopter. Alors, lorsque vous adoptez un mode de vie, c'est vous qui faites de votre vie maintenant ce que vous voulez qu'elle devienne. Ce n'est pas quelqu'un qui vous prescrit le régime alimentaire qui a raison. Parce que moi, je suis des vidéos et tout. Bon, on critique tel régime, on privilégie tel autre parce que quelqu'un a des connivences avec une usine qui fabrique du lait. Il commence à raconter une histoire du lait qui fait ci, qui fait ça. L'autre a une connivence avec peut-être, il plante des choses qu'il vend, qu'il revend. Il a une petite industrie. Alors il fait sa communication sur YouTube et puis il vante des choses qui, quelque part, vont embourber quelqu'un dans les idées à faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Donc moi je dis, chacun doit se responsabiliser parce que je dis et je répète que cette émission se veut éthique. Pourquoi? Parce que pour nous, la spiritualité c'est un chemin. Et c'est un chemin qu'on doit emprunter. Et on l'emprunte pourquoi? Parce que nous sommes des divins par essence. Et mais comme on ne le sait pas, pour aller vers le divin que nous devons devenir, comme pour dire, pour se diviniser, il faut que nous suivons ces chemins-là. Et ces chemins, on ne peut pas suivre ça sans aucun effort. Bien sûr. Voilà. Alors, on va revenir également sur la deuxième partie de la chronique, parce que vous avez fait allusion aux 4 éléments de la Terre, aux 4 saisons, et ensuite les tempéraments. Alors, quel est le lien qui existe entre eux? Alors, le lien, c'est que certaines personnes ne peuvent pas vivre en Europe quand elles sont nées en Afrique, de même comme quand elles sont en Afrique. Certains Européens ne peuvent pas vivre en Afrique à cause des saisons. Alors, ne peut vivre en Afrique que si, du moins, ne peut vivre dans une saison ou dans tout genre de saison que si vous avez une préparation du point de vue alimentaire qui nécessite à ce que votre corps fonctionne bien et que aucune manifestation ne se produise par le biais des changements de saison. Alors, il y a des maladies par rapport à la saison. Autant on disait tout à l'heure des tempéraments, certaines de ces maladies sont plus présentes chez les personnes dont leur tempérament répond aussi à cette saison-là. Et par rapport à d'autres, la donne change complètement, ce n'est pas la même donne. C'est pour cette raison que dans l'étude du tempérament, on doit savoir que pendant telle saison, je dois faire attention, puisque je n'ai pas un mode de vie qui me permet de traverser la saison. Bon, au Cameroun, nous avons 4 saisons. Nous, nos saisons ne sont pas comme en Europe où on parle l'automne, le printemps, l'été, l'hiver. Non. Chez nous, il y a la petite saison sèche. En Bassa, les camps. Il y a la saison
La petite saison de pluie. La grande saison sèche, la grande saison de pluie. Tout cela, on sait bien que quand ces saisons-là, lorsque vous partez dans les villages où les gens vivent dans ces milieux, ils ne portent pas des pulls verts, d'accord, mais ils savent comment se comporter quand c'est la petite saison de pluie. Non, sèche. Parce que c'est la saison-là qui menace souvent beaucoup plus dans certains villages. Alors, c'est-à-dire, ce n'est pas du chaud vraiment. Ça chauffe un peu, mais c'est menaçant parce que souvent, il y a une petite entrée d'une petite pluie, hein, de temps en temps. Et là, on plante certaines cultures comme l'arachide et tout, un peu à la fin de cette saison-là. Bon, donc, tout cela doit être manifestement étudié. Manifestement, on ne doit pas vivre seulement du fait de ce qu'on nous a dit à l'école. Encore que l'école coloniale, c'est une école d'abrutissement. C'était fait pour que ça nous permette de reconnaître en l'homme blanc quelqu'un de supérieur, qui a des connaissances et qui connaît. C'est pour cette raison qu'il fait dire aux Noirs que ce que le blanc ne peut pas faire, seul Dieu peut. Alors, aujourd'hui, avec Covid, on comprend que le blanc ne sait rien faire. Il ne fait que la peur, le confinement. Et on a constaté même qu'il y a aujourd'hui d'autres gens qui profitent pour compliquer la situation même de la population avec des masques qui sont infectés. À en croire à ce qu'eux-mêmes ils projettent dans les réseaux sociaux. Mais ça fait peur. Parce que ça, c'est un monde sans éthique, sans vie. Sans vie. Parce que moi, j'entends par vie la crainte de Dieu. Voilà. Alors, professeur, est-ce qu'il y aurait une corrélation entre le caractère, les tempéraments et le signe du zodiaque? Alors, la vaste période qui traverse les âges, qui part de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, a permis de codifier beaucoup de sciences. Sauf que, au moment où l'Occident était l'Égypte, la connaissance de la science occulte était à la base de l'évolution du monde scientifique. Alors, lorsque les Européens se sont accaparés de l'Occident en termes de connaissances, comme c'est des choses qu'ils ont volées, ils ont extraverti, et des vertiges et tout est tombé sans dessus, sans dessous. Et on gesticule à parler école, à parler science, à parler quoi, de tout et de rien. Et on se retrouve dans une situation où des populations, où la population du monde traverse le désert scientifique qui ne permet pas aujourd'hui de réconcilier les sciences antiques. Bon. Alors, le tempérament, le caractère. D'abord, le tempérament est inné, oui. On est avec. Le caractère, c'est la somme des habitudes, hein, qui s'implémentent au cours de l'existence de l'enfance jusqu'à l'adolescence. On essaie d'avoir un caractère qui part du fait de la somme des habitudes, où on n'essaie pas d'avoir. Le caractère s'imprime, hein, à partir de ces passages-là. Vous avez cette première année, vous avez la manière d'observer ce que fait le père, ce que fait la mère. Hein, le petit enfant, il observe tout, il imite, il essaie de marcher comme tout le monde. D'autres enfants marchent très vite parce que c'est ses amis, c'est-à-dire ceux qui sont ses aînés, mais qui, à ses yeux, voient que, mais attends, mais ceux-là, ils sont comme moi. Comment ils marchent? Moi, je ne marche pas. Alors là, tu vas trouver un enfant qui ne rampe pas. Et il s'élève, il commence à marcher. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, alors il marche au bout d'un temps. Donc, il busque son système immunitaire par la perception du monde extérieur.
hein, dont sa psychologie prend de l'ampleur sur l'ensemble de son corps. Et puis, allez, il marche. Alors, à partir de là, on a l'inné, mais aussi, dans l'inné, vient s'ajouter l'environnement. Bon, s'il était dans un environnement où tout le monde est assis, le père est assis, hein, la mère est assise, peut-être sur chaise roulante, lui il ne comprend rien. Bon, tu quittes la chaise roulante, tu t'assieds à côté. Bon, il va prendre le temps qu'il faudra pour marcher. Et ça ne sera pas la même chose. Alors, donc, maintenant, le tempérament est dans l'inné, le caractère est dans l'environnement qui vous façonne, et avec des prédispositions de l'inné, donc du tempérament, parce que dans le caractère, on choisit quand même, hein, on ne fait pas caractère simplement parce qu'on voit l'environnement dans lequel on est né. Bon, maintenant, les signes du zodiaque sont, c'est la roue, hein, de l'existence de l'homme, c'est une roue. Le bélier qui vit une première expérience, puisque les vies successives existent, n'est pas comme le bélier qui a fait le tour du zodiaque et il est revenu n'être encore bélier. Alors, celui qui est bélier pour la première fois est bélier brut, avec beaucoup plus de défauts, dans le sens du côté négatif des béliers, que des qualités dans le sens du côté positif des béliers. Alors, c'est ce qui fait que vous pouvez être bélier tous les deux, mais vous n'avez pas les mêmes réponses dans les ajustements au quotidien. Hein, voilà. D'accord. Professeur, on va proposer la réflexion à nos téléspectateurs et on revient pour la suite de l'émission. Bonsoir professeur Raoult. Ça. Merci de nous accueillir ici à l'IHU à Marseille. Vous êtes un professeur mondialement reconnu et estimé. Cela m'amène d'autant plus à être sans détour pour commencer cet entretien. Alors que l'épidémie s'emballe, est-ce que vous vous dites, est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé dans l'évaluation de cette épidémie? Alors je ne parle pas de vos déclarations de janvier-février, tout le monde s'est trompé. Non, je parle de vos déclarations depuis l'été. Est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé? Écoutez, je vois pas ça comme ça, mais je vais voir pourquoi nous voyons les choses de manière différente. Il n'est pas de foi. C'est jamais arrivé, c'est pas arrivé probablement depuis 30 ans. Que vous vous êtes trompé depuis l'été. Écoutez, Depuis l'été. Que vous, je parle de vos je vais voir pourquoi. Je parle pas de vos trompés. Ah, mais Trompé. Je vois pas. Je parle de vos déchémies. Alors Il n'est quoi nous voyons depuis 30 ans. je parle pas de vos Il n'est pas de foi. Je vois pas. Je parle pas de vos Alors, quelques petits problèmes techniques, mais on fait le nécessaire pour que vous puissiez avoir la vidéo. Excusez-nous pour ce désagrément. Si c'est déjà bon au niveau de la technique, on va reprendre la réflexion de ce soir. Voilà. Alors, professeur, la technique nous fait signe que ce ne sera pas possible ce soir, mais est-ce qu'on peut avoir de façon succincte, voilà, de quoi il... Alors, le journaliste là, c'est David Puyadas, oui, Puyadas qui interroge Didier Raoult pour lui rappeler qu'il est en déphasage avec tous les scientifiques de la France. Pourquoi? Bon, c'est une interview qui est passée il y a, je crois, 5 jours. Alors peut-être qu'on va pouvoir reprogrammer ça parce que c'est très intéressant. Alors mais il essaie de lui dire qu'en journalisme, les journalistes souvent tronquent ce qu'il déclare, que lui il n'est pas diseur de bonnes nouvelles, c'est-à-dire il ne fait pas des prévisions parce que ce n'est pas quelque chose qui rentre dans ses habitudes. Bon. Et que lui, il dit qu'il n'y a plus Covid. Qu'il y a des variantes
en ce moment en France et que de par ces variantes-là, on ne peut pas dire qu'il y a Covid. Ça, il le dit, il le répète. Alors c'est pourquoi David, comment tu l'appelles encore? Puyadas est venu donc lui rappeler que maintenant, toi tu dis qu'il n'y a pas Covid, mais alors le confinement a repris et tout. Mais sauf que dans les vidéos que nous avons passées ultérieurement, Didier Raoult dit que la maladie coronavirus est à 80% politique et 20% scientifique seulement. Alors donc il essaie de lui rappeler que vous êtes en train de faire une interview de la classe comme ça, mais je donne des réponses, mais on ne s'entend pas. Alors l'autre lui rappelle aussi que je ne suis pas en train de discuter science avec toi, mais sauf que tes propos sont en déphasage avec ce qui se passe. Alors, parce qu'il veut lui faire parler le fait que ce qui se passe est faux. Et Didier Raoult refuse d'entrer dans ce jeu-là. Bon, voilà. D'accord, je crois que pour la prochaine édition, on pourra repasser cette vidéo. Alors, on va prendre rapidement les messages des téléspectateurs parce qu'il y en a beaucoup ce soir. C'est le SOS téléspectateurs. On dissocier le corps physique du corps abstrait pour éviter les maladies physiques. Non, on ne peut pas dissocier le corps physique des corps abstraits. On ne peut pas le faire parce que ce sont, c'est comme on peut dire l'âme, l'esprit et le corps. Ça fait partie d'une même, comment on peut dire ça? C'est une même maison en fait. Oui, d'un même récipient. Bon, maintenant, c'est le comportement, le mode de vie qui peut aller dans le sens, après avoir étudié qu'est-ce que c'est que le corps astral, quels sont les besoins du corps astral, ça on avait fait une émission aussi sur ça, et les besoins du corps éthérique, le corps mental et tout, lorsqu'on connaît les besoins, ou bien l'influence de ce corps par rapport sur le corps physique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, que quand quelqu'un se masturbe, c'est son corps astral qui réclame cette masturbation, mais ça s'agit sur le corps physique. À un moment donné, ça embrase même le corps mental, c'est-à-dire que quand tu finis de te masturber, tu te sens très mal à l'aise. Alors, à partir de ce moment-là, tu dois adopter un mode de vie qui te permet de ne plus se laisser embrigader par le corps astral, par exemple. Alors, est-ce que la maladie attaque, en fait, est-ce que quand on est malade, c'est d'abord les corps spirituels, si on peut les appeler ainsi, qui sont d'abord malades avant le corps physique? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle, on dit souvent que la maladie est psychique avant qu'elle ne soit physique. Alors, pourquoi on le dit? Parce que des fois, on a des manifestations de la maladie, mais on n'écoute pas le corps. Hein? Par exemple, on a des fois où on n'est pas à l'aise après un repas. On a l'impression que quelque chose n'a pas marché avec ces repas-là, mais on n'a pas de douleur. Oui. On n'a rien. Alors, ça peut être qu'on a mangé un peu trop. C'est-à-dire on a trop rempli l'estomac. Et qu'on n'a pas donné la chance à l'estomac d'avoir l'espace pour pouvoir mouvoir. Parce que l'estomac n'a pas les dents. Et se meut pour pouvoir permettre à ce que ces liquides internes, pepsine et muqueuse et tout cela, se mélangent avec le bol alimentaire ou bien pour créer la possibilité de la digestion, la suite de la digestion qui va aller du duodénum à l'intestin grêle et avant de se retrouver au gros intestin. Donc tout cela, on n'écoute pas le corps. Et des fois, quand on mange et qu'on a eu ce trop-plein là, bon, on boit les trucs comme le soda. Bon, pour que le gaz
sorte, mais plutôt les ingrédients de ce soda-là qui entre dans le corps vont créer une autre situation. Qui au-delà du trop plein des Allemands, maintenant il y a le gaz industriel qui vient alimenter la pesanteur en gaz au niveau de l'estomac, et ça crée une autre situation. Voilà. Alors, une autre question, comment se revitaliser? Y a-t-il un impact sur la vie et la santé? Je crois que le message n'est pas très clair. On va prendre notre message. Comment doit-on se comporter pour être toujours en adéquation avec son tempérament et la nature? Il faut d'abord étudier son tempérament. Première chose. De deux, étudier maintenant qu'est-ce qui va avec son tempérament. Et trois, faire tout pour avoir la réponse de manière positive, c'est-à-dire la réponse positive, je veux dire, par rapport à ton tempérament. C'est-à-dire, l'étude du tempérament consiste à voir le côté positif de son tempérament et le côté négatif de son tempérament. Parce que lorsque nous faisons des études de vie scientifique, du moins métaphysique, souvent, qui partent de la date de naissance en passant par l'année de naissance, pardon, de la date de naissance en passant par le nom complet de l'individu, alors là on sort le tempérament. Tu sais quel est ton tempérament, hein? Tu sais que bon, toi tu peux donner ta chemise cadeau à un ami alors que tu n'en as qu'une seule. Et puis tu peux voir dans le tempérament des personnes qui sont de nature à ne pas partager même ce qu'il faut, même ce qu'ils n'utilisent plus. Ils préfèrent garder ça, quitte à ce qu'ils jettent ça. Que ça se gâte, ils jettent. Donc, tu dois comprendre le côté positif et le côté négatif de ton tempérament. Et maintenant, l'associer à ce qui est bien pour ton existence. Parce que le tout n'est pas d'avoir des connaissances de son tempérament sans savoir comment s'alimenter, comment disons, adopter un mode de vie. Oui, un mode de vie qui correspond à quelque chose de positif dans le but d'avoir un équilibre, un bien-être en quelque sorte. Alors, comment contrôler les différents corps que nous avons en fait? Bon, on les contrôle à partir du moment où on les connaît. Bon, c'est pas parce que tu as entendu dire le corps astral que tu dis, bon, je connais déjà le corps astral, non. C'est de faire des recherches pour savoir comment le corps astral se manifeste en soi. Comment le corps mental se manifeste en soi. Comment le corps causal se manifeste en quoi. Déjà, on a dit qu'à partir de double éthérique, on peut déjà imaginer que lorsqu'on a tel bobo, ça veut dire que les cellules à ces niveaux-là, c'est-à-dire le côté caché des cellules. Hein? Parce que si, par exemple, on peut faire un prélèvement de la salive c'est des cellules liquides, et qu'on en trouve quelque chose d'anormal, parce qu'on a l'habitude de voir comment les salives, du point de vue normal, sont, et du point de vue anormal, on trouve quelque chose d'anormal. C'est en ce temps-là qu'on dit que la salive est porteuse de quelque chose du genre à décrire comme peut-être une infection, une inflammation ou quoi, c'est pas. Mais maintenant, si on ne trouve rien, alors que tu as les problèmes, on va dire quoi? Alors c'est ça, parce qu'il y a des fois les diagnostics s'avèrent négatifs, mais la personne est au bord du gouffre. C'est-à-dire, on doit commencer à préparer le deuil. Voilà. Alors, lors de votre explication, la question nous vient de David, lors de votre explication à propos de la masturbation, vous avez dit que celui qui sait masturber doit adopter un mode de vie afin de ne pas se sentir mal à l'aise. Et j'aimerais savoir quel est ce mode de vie. Non, je n'ai pas dit qu'il doit adopter un mode de vie. Il doit savoir qu'il répond aux besoins
c'est-à-dire au besoin, il répond à ce que le corps astral réclame. Alors lui maintenant, il doit savoir comment, il doit étudier comment faire en sorte qu'il ne soit plus répondant aux réclames, c'est-à-dire aux besoins à ce que réclame le corps astral. Parce que c'est toi qui dois dire à ces différents corps que vous êtes à mon service et non le contraire. Parce que toi, tu es le résumé de tous ces corps-là. Pour que tu te spiritualises, il faut que tu les domptes, que tu sois comme quelqu'un qui conduit le cheval. Il ne faut pas que c'est le cheval qui te conduise. C'est toi qui conduis le cheval. Donc tu mets sur ton cheval le mort. Alors lorsque il veut aller à gauche, tu tires. Il va à droite, parce que c'est à droite que toi tu veux aller. Donc il faut dompter les différents corps. Et pour les dompter, il faut les connaître. Et tu ne peux pas les dompter, parce que souvent les gens m'écrivent au cours de cette émission, ou bien ils téléphonent pour demander que je me masturbe depuis. Je fais comment pour quitter la masturbation? Il faut aller à l'église, prier, c'est tout. Parce que là encore peut-être, à force de prier, l'heure que tu pries là, tu oublies de te masturber puisque tu es occupé. Mais si tu te libères un peu, tu vas te masturber. Par contre, si tu veux quitter la masturbation, qui peut être un frein quelque part pour ton évolution spirituelle, je dis bien, qui peut être un frein quelque part pour ton évolution spirituelle, je n'ai pas conclu que c'est un frein pour je ne suis pas là pour dire des choses qui sont bien pour les gens ou qui ne sont pas bien. Ça c'est pas mon rôle ici. Mon rôle, c'est de dire aux gens, vous avez des possibilités de franchir un pas et utiliser la spiritualité pour le faire. Voilà. Et la spiritualité, j'ai dit, c'est la souffrance. Voilà. Alors, puisqu'on parle de masturbation, on a un autre téléspectateur qui effectivement demandait quels sont les inconvénients de la masturbation dans l'élévation spirituelle d'un homme. Alors là, les inconvénients de la masturbation, c'est que tu te masturbes d'abord. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser la question que me masturber même déjà pourquoi. Mais marie-toi, bon, mais si tu n'arrives pas à te marier, parce que bon, ça n'arrive pas, parce que en réalité, il y a des femmes qui ne peuvent pas aller attraper les hommes pour vivre avec. Elles doivent se masturber pour retrouver leur équilibre. N'étant pas des lesbiennes et tout. De même, il y a des garçons qui n'arrivent pas à draguer des filles, qui se masturbent. Et là, c'est là où je parlais de tout à l'heure des comportements extravertis et introvertis. Bon, si tu es une femme, que l'homme, tu as besoin d'un homme, mais tu lui dis j'ai besoin de toi, il y a quoi? Mais pour ça, vous avez dit vous-même qu'il y a les intros. Oui, les extravertis, mais tu as besoin d'un homme, tu lui dis moi j'ai besoin de toi. Bon, si tu es introverti, que tu ne peux pas le dire, quitte à mourir, tu vas aller te masturber. Mais masturbe-toi, parce que ça, c'est aussi une autre solution que tu trouves comme ça. Mais sauf que quand on se masturbe, on en devient esclave. Et ça devient répétitif qu'on ne passe plus une journée sans se masturber, et deux fois, plusieurs fois. Et c'est là où il y a c'est là où le bas blesse. Parce qu'il ne faut pas que tu atteins un niveau où, deux fois, tu ne fais rien. Il faut d'abord aller te masturber. Dès que tu commences à faire quelque chose, à faire une lecture ou quoi, ça te vient, allez. Mais ça devient un problème, parce que là, tu ne demandes plus rien. Mais par contre, quand tu vis en couple, l'autre te dit, je suis fatigué. Bon, tu consommes. Et tu te mets à faire autre chose. Voilà, parce que cette relation t'entraîne à te responsabiliser pour pouvoir avoir de la maîtrise par rapport à ton corps. Alors, est-ce que, d'abord, comment savoir quel est son tempérament, et ensuite, l'impact du tempérament sur la vie professionnelle? Le tempérament sur la vie professionnelle, c'est que il y a d'abord les professions. Par exemple, les biliers, sa profession, c'est qu'il peut, et dans l'orientation professionnelle des biliers, il fait des métiers forts. Il peut être bûcheron, il peut être militaire, il peut être
disons, tout ce qu'il y a qui concerne la bagarre, qui concerne la lutte, qui se concerne... Alors, donc, il est dedans, il peut y aller, il peut être boxeur, et il va avoir une bonne carrière dans la boxe et tout. Bon, donc, l'étude des tempéraments te permet de savoir quel genre de travail tu fais. Tu peux faire. Voilà. Alors, disposer à faire. Oui, c'est-à-dire tu prédisposer vraiment à faire. C'est-à-dire c'est une étude complète. Quand elle est bien faite, elle est complète dans qu'est-ce que tu dois manger qui marche avec ta digestion, les besoins de ton organisme, de quelle manière tu dois dormir, et quels sont les genres d'habits que tu dois porter, c'est-à-dire en termes de tissu. Donc, tu sais assez de choses. Et puis tu as une autre vie à partir de cette étude. Voilà. Alors, quelqu'un voudrait savoir pourquoi est-ce que vous dites que la spiritualité est une souffrance? Parce que rien ne s'est fait dans l'aisance et qui soit sérieux. Alors, tous les gens qui ont bagarré pour que les discours anti-impérialistes puissent amener les gens à sortir du joug de l'exploitation de l'homme par l'homme ont été tués, en commençant par Jésus. Jésus n'a jamais été tué, il était anti-impérialiste. Et on l'a tué. Et les impérialistes ont dit qu'il est mort pour nous sauver. Bon. Pourquoi? Parce qu'il faut distraire les gens pour qu'ils n'y aillent pas. Au Cameroun, Oumniobé est unis pour 15 pays d'Afrique. Finalement, l'indépendance est venue. Les autres pays ont eu ça cadeau. Le Cameroun, les Camerounais ont été tués parce que la France ne voulait pas donner cette indépendance. Le Mumba a été tué par la Belgique parce qu'il était contre l'impérialisme. Donc, mais lorsque il meurt comme ça ne veut pas dire qu'il a commis un péché. Et ça ne veut pas dire que l'acte qu'il a posé, qui est un acte de sacrifice extrême de sa vie, ne sera pas récompensé. Ça ne sera pas pour autant récompensé comme les Tchombe, tous ces gens-là, comme au Cameroun, les Maï Matip et tout. Ça ne sera pas récompensé de la même manière. Donc, on ne peut pas se mettre dans la logique du sacrifice par des messages forts, par des mots de vie difficiles, parce que si on se lève le matin, au bout du champ, on trouve de quoi manger. Partout, il y a des points de café, où il y a tout ce que vous voulez manger par rapport à l'environnement moderne est là. On va vous faire un café, on va vous faire des œufs, on va faire des purées d'avocat, on va y mettre du lait, on va y mettre du sucre et on va y mettre des cubes alimentaires. Et tout cela pour le bon goût. Alors lorsque tu vas manger toutes ces choses, tu iras à l'église pour prier. Pour prier Jésus. Que lui, il est mort de la souffrance du fait qu'on comprenne que l'asservissement ne peut jamais nous conduire à l'éternité. Ça ne peut pas nous diviniser. Lui, il est mort pour ça. Le message a été quelque chose de caché. C'est sa vie à sensation qui a été exposée. Et tout le monde pense aujourd'hui que ça a été très facile pour Jésus. Non. Bon, donc, quand on veut se spiritualiser, c'est qu'on doit faire une étude de ce qui ne va pas dans sa vie pour pouvoir réussir. Alors pour ça, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la conclure. Nous restons dans le registre de la pandémie et avant d'arriver à la finalité c'est que nous allons parler de la méditation. Et nous demandons, du moins, nous disons à ceux qui nous suivent de garder patience parce que ce thème-là va finir par finir.
Excusez la tautologie, mais je crois que vous avez compris ce qu'on voulait dire, parce qu'effectivement, il faut bien que cette édition de mystique, de la méditation, le culte de la méditation puisse effectivement prendre fin un jour. Nous avons été ravis de vous connaître nombreux, vous nous avez donné votre attention et cela s'est fait voir à travers les nombreux messages que vous nous avez envoyés. Rassurez-vous, pour ceux-là qui n'ont pas eu de réponse, nous ferons le nécessaire pour que d'ici la fin de la semaine, vous puissiez avoir des réponses. N'oubliez surtout pas que vous pouvez réécouter votre émission via YouTube d'ici demain ou alors d'ici la fin de la semaine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir.